Nous avons de nombreux navires très importants et très puissants. Ce serait formidable si nous n'avions pas à les utiliser. Concernant les Iraniens, les dirigeants iraniens, ils tuent des milliers et des milliers. Bonjour Alain Bauer. Bonjour. J'ai cité justement ces phrases que l'on vient d'entendre de Donald Trump parce que, à vous lire, en les écoutant, en les voyant, on est au cœur de la rhétorique et de la rhétorique emphatique de Donald Trump. Oui, hyperbolique plutôt d'ailleurs, parce que hyperbolique, pardon. Parce qu'il y a plusieurs Donald Trump. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il y a un Donald Trump très structuré, très cohérent, très rationnel, très business, qui a un langage très châtié et parfois très modéré. Et puis il y a un Donald Trump à l'export, quand on le sort. Alors, voilà. Qui a un autre. Et là, on était sur un Donald Trump à l'export ou un Donald Trump? Oui, on a un Donald Trump qui dit on n'est pas obligé de taper. Alors il y a un peu de tout. Vous avez hyperbolique. Nous avons la plus grande armada, ils sortent de partout, etc. Nous avons les moyens de... Et en même temps, ça serait bien qu'on ne l'utilise pas. Ça, c'est le Donald Trump business. Donc Donald Trump inventé... paraît très polarisant, très clivé, mais enfin, il fait souvent du en même temps. Exactement. Il est absolument formidable. Mais il le fait en strates. Ce n'est pas du en même temps. C'est l'un après l'autre. Et comme il sature l'espace médiatique et qu'il utilise à la fois dans le privé... un discours très empathique et pas emphatique, très proche, très sympathique, très agréable, y compris avec des journalistes qu'il déteste et qu'il insulte à longueur de tweet. Et en public, là, il est toujours dans sa phase « je vais choisir mon auditoire et en saturant l'espace médiatique, je parle en même temps à mon auditoire modéré qui pense que je suis là pour une solution et à mon auditoire revanchard, plutôt MAGA, qui pense que je suis là pour remettre l'Amérique nostalgique, la nostalgie de la Grande Amérique au cœur. Oui, c'est un homme qui sait parler, vous dites un langage complexe et articulé, sinon raffiné. Oui. Et c'est l'un des points les plus passionnants de votre livre, c'est dès le départ, vous expliquez qu'au départ, Donald Trump, c'est pas un adepte de la pensée complexe, mais du langage complexe. Exactement. Il commence sa carrière politique en 1987, par une page qu'il achète dans le New York Times pour dire en matière de politique étrangère, voilà ce que je devrais faire, voilà ce que l'Amérique devrait faire. Il vise le Japon. J'ai remis d'ailleurs le texte complet, parce que ce n'est pas toujours facile à retrouver, en français, si possible. Et puis ensuite, vous avez des alternances de Donald Trump, le Donald Trump des discours d'investiture, le Donald Trump des négociations, le Donald Trump des discussions privées. Et tout d'un coup, à partir de l'intervention de Roy Cohn, l'avocat du McCarthyisme, le petit jeune homme que vous voyez derrière Joseph McCarthy pendant les sessions de la Commission des activités anti-américaines, qui devient l'avocat de Fred Trump, le père, puis de Donald Trump, dont là il devient le mentor, eh bien on décide d'appliquer une règle en 5 points, page 19 du livre, qui est on affirme les mots sont des armes, on ne perd jamais, on ne s'excuse jamais, on construit mécaniquement une saturation de l'espace réseautique et médiatique, et on est en situation d'occuper le terrain en parlant à deux publics différents, le public avec qui on veut conclure et le public qu'on veut convaincre. Ah, c'est deux publics différents. Oui. Et c'est pour ça qu'on alterne. On alterne entre l'art du deal et l'art d'un autre mot qu'on va entendre beaucoup chez Donald Trump, qui est lié à cette scène sur laquelle vous revenez longuement dans votre livre, qui survient en pleine campagne pour l'élection de 2024, ça se passe l'été, et voici ce qui se passe, et voici comment va réagir Donald Trump. Said, take a look at what happened. I got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta move to the bus. Move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. My shoes. Watch out. Wait. Alors c'est le 13 juillet 2024. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette scène. C'est pas très loin de chez moi d'ailleurs. Comment, qu'est-ce qu'il y a de central? Est-ce que là, on est dans l'acmé du discours, de la rhétorique
et de la communication. On est dans la bête politique. Il échappe de justesse à son assassinat. Il a le moment où il essaye de... Là, on est en dehors de la mise en scène. C'est-à-dire que là, ça c'est le moment où il est surpris. Donc, vous voyez la puissance, la volonté, ce qui est le cadre de ce qu'il est depuis 1987. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans de Donald Trump que nous ignorons avant de soudainement le découvrir après l'avoir méprisé, sous-estimé en 2016, avoir pensé qu'il était totalement fini après la tentative de coup d'État et la prise du Capitole, et le voir revenir majoritaire en voix, majoritaire en grands électeurs, ayant la majorité au Sénat, au Congrès et prenant la Cour suprême, et découvrant que Donald Trump peut être organisé, structuré comme l'est un promoteur immobilier. Qu'est-ce qui fait que là, que vous découvrez qu'il est structuré ? Je viens de survivre. Donc, je suis un survivant. Et donc, quel est le gain que je peux obtenir ? Parce qu'il y a toujours un gain chez Donald Trump. Là, le gain, c'est le point fight, levé. Fight. Oui, quand il a le point levé, c'est j'ai gagné. Non, j'ai survécu. Ouais. Fight. Il faut se battre. Et là, il gagne structurellement l'élection présidentielle. Le mot de fight, c'est quelque chose qui est c'est un mot qui est au cœur de la rhétorique trumpienne. Tout est hyperbolique, la bataille, tout est une bataille, tout est un combat, tout est... Voilà, il faut éliminer l'adversaire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de cette espèce de... On ne va pas dire les mots trop forts, etc. Pas du tout. Tout chez lui est la destruction de l'adversaire. Tout est fantastique quand c'est lui, hyperboliquement. Tout est absolument négatif quand c'est les autres. Mais ça, c'est en public. Les mêmes, et vos collègues du The Atlantic, ou vos collègues du New York Times ont eu droit, l'un à 3h du matin, à une invitation à la Maison-Blanche. Il n'en revient pas, il se fait insulter tous les jours par Donald Trump. Et il écrit 33 pages de résumé de sa visite. Et il a un Donald Trump aimable, gentil, qui lui offre du thé, des petits gâteaux, qui lui fait visiter. Voilà. Vos collègues de New York Times, et pourquoi 23 000 mots. Pourquoi ? Parce qu'il est le Donald Trump qui essaye de montrer que c'est un vrai patron, c'est un vrai chef d'État, qu'il n'est pas le Donald Trump qui est présenté à l'extérieur pour faire la campagne. Là, il gouverne. Et en même temps, il a la provocation, la digression quand le sujet l'embête, la divagation parce que de temps en temps, il a des petites obsessions. Tout ce qui est doré est un sujet tout à fait structurant chez Donald Trump. Mais sur le fond, quoi qu'il fasse, il ne recule. Même quand il ne recule pas de manière à être perdant. Il gagne toujours quelque chose. Vous allez voir sur le Groenland, il va gagner l'extraterritorialité de base dont les États-Unis disposent depuis 41 et 51, confirmé en 2004. Sur l'Iran ? Vous découvrez, sur l'Iran, de toute façon, il sait ce qu'il veut, et qu'est-ce qu'il qui n'est pas des opérations d'occupation du territoire. Donc, ils ne veulent pas l'Afghanistan. Ça, c'est clair dans sa tête. Il ne veut pas l'Irak non plus. Il veut quelque chose qui ressemble au Venezuela, sauf qu'il n'a pas de vice-présidente vénézuélienne prête à se conformer à ses désirs. Donc, il cherche qui acheter en Iran. Commandant des gardiens de la Révolution, quelqu'un qui soit un haut dignitaire chiite suffisamment fort, et en même temps, il sait à qui il ne peut pas faire confiance. Il n'a pas adoubé Mme Machado au Venezuela parce qu'elle ne pèse virtuellement pas assez pour tenir le régime, et il ne veut pas faire une guerre sur place avec des troupes au sol. De la même manière en Iran, il cherche une solution. Cette solution est en train de lui être apportée, et surtout par le Mossad et les Israéliens, en essayant de trouver la personne qui pourrait, et en même temps, il ne veut pas adouber le fils du chat, parce qu'il considère qu'il ne pèse pas suffisamment. Donc tout est très rationnel et cohérent dans ce qu'il veut. Là, il est en train de créer à la fois un blocus pour mettre l'Iran à genoux d'un point de vue économique. Il veut protéger ses alliés, le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Israël. Donc en mettant des équipements très structurants, évidemment Israël, parce qu'on sait par exemple que 93-94% des missiles iraniens et des drones ne passent pas, mais il y en a 5 à 6% qui sont passés la dernière fois, et donc ce pourcentage ne s'est pas réduit. La sophistication des équipements iraniens est puissante, l'évolution des nouveaux équipements Fatah et Shahid amène à considérer qu'il pourrait y avoir des gros dégâts, y compris sur la flotte américaine. Donc ils sont en train d'essayer de trouver une solution entre deux,
Mais s'ils ont la possibilité ou l'opportunité de liquider l'ayatollah Khamenei, ils le feront, sauf qu'il avait déjà cette possibilité la dernière fois, il ne l'a pas choisi parce qu'il n'y avait pas de remplaçant. Je reviens à ce que vous disiez sur le discours de Trump, et c'est une notion sur laquelle vous revenez au début de votre livre, on va y revenir. C'est plus que de la rhétorique, vous dites, c'est une rhétorique de rupture. Oui, comme la défense de rupture de Jacques Vergès. Si on veut chercher une référence chez nous, c'est ça. Il le fait exprès, il sait que... Mais dans quel but ? D'abord, ça nous tétanise. D'accord, donc la tétanie de l'adversaire. Oui, l'adversaire du coup ne réfléchit plus. La sidération. La sidération. Et troisièmement, il ne sait pas comment répondre. Donc, soit il se roule par terre, ce qui est le cas de la quasi-totalité des interlocuteurs de Donald Trump, et il y en a quelques-uns particuliers européens, des dirigeants européens. Ils sont particulièrement quand ils lâches. vont tous à la Maison-Blanche pour les signer, faire la queue. Le seul qui résiste vraiment, c'est Lula, quand il ferme Starlink pendant 1 mois. Et là, c'est pas Trump qui recule, mais c'est la techno-MAGA est obligé, Elon Musk est obligé de dire, d'accord, j'ai compris. Donc, un vrai figure de résistance sur le terrain économico-technologique, le seul que comprend Donald Trump. Tout le reste, il n'en a pas grand-chose à faire. Est-ce qu'il n'incarne pas un tournant dans une rhétorique que l'on voit depuis les années 2000, et qui n'est même pas l'incarnation de ça, c'est-à-dire une rhétorique où on assume, c'est-à-dire qu'on est passé d'une rhétorique où on disait devant les médias, on faisait, même les méchants limaient leurs griffes, etc., faisaient semblant d'être jouer les gentils, les islamistes mettent des cravates, etc. C'est l'argument. Donald Trump est transparent. Et par contre, là, non, lui, il va revendiquer, il dit, transparent. Je suis méchant, je vais être encore plus méchant. Voilà, il est transparent, il vous dit ce qu'il pense au moment où il le pense. Il est toujours dans une situation où il sature l'espace médiatique. Nous, on voit Trump de temps en temps dans des extraits de conférences de presse. J'étais aux États-Unis il y a 15 jours, il y est tout le temps. Sur sa golfette, dans le bureau ovale, dans Air Force One, en tête-à-tête avec des journalistes, en conférence de presse avec du monde, en recevant des visiteurs. Il est en saturation médiatique, et quand il n'est pas sur Fox News, c'est CNN qui en parle comme s'il était là. Donc, il assume cette rhétorique de affreux, sale et méchant pour pouvoir justement sidérer ses interlocuteurs. Vous parlez de rhétorique. Alors, j'ai posé la question à Christophe Devogue, qui est spécialiste en rhétorique politique, avec lequel on développe justement toute une série sur le Figaro Live, sur le site du Figaro. On en reparlera mercredi prochain, avec les bases de la rhétorique. Et donc, on a fait une première vidéo où on essaye d'expliquer justement en quoi repose la rhétorique. Et la question, c'est est-ce que Trump fait de la rhétorique ou de la com? Élément de réponse avec Christophe Devogue. C'est l'art de persuader les autres, c'est ce que nous sommes d'ailleurs en train de faire. Mais c'est de la com, ça, l'art de persuader les autres. Pas du tout. La com a repris tout l'héritage de la rhétorique. Mais la com, c'est d'abord la gestion de l'image. La rhétorique, c'est la gestion du discours. C'est une grosse différence. Alors, est-ce que Trump gère pas plus l'image que le discours? Non, il gère les deux. C'est ce qu'il a appris avec la télé-réalité. Il y a plusieurs Trump. Le premier Trump, c'est celui qui veut faire de la politique. 87. Il est démocrate. Il veut être maire de New York, sénateur de New York, vice-président des États-Unis, président des États-Unis, démocrate. Mais business. Ensuite, il fait de la télé-réalité. Et là, il découvre la puissance de l'image et de la télévision. Alors, l'image, il s'en servait déjà. Il se mettait en scène avec sa compagnie aérienne, ses hôtels, ses casinos, etc. Mais la télévision... The Apprentice va tout d'un coup lui donner... un programme de télé-réalité qui va justement le faire connaître et le propulser. Et depuis, qu'est-ce qu'il fait? De la télé-réalité politique. Donc il y a cet espace de communication. Mais derrière l'espace de communication, où il est très provocateur, très agité, très tout ce qu'on veut, il y a une réalité qui est rhétorique. Quel est mon objectif final? Son objectif final est donc une politique de rupture, la réconciliation de l'Amérique qui ne veut plus mourir, cette Amérique entre la Floride et la Californie qui se rend compte qu'elle est en train de disparaître, effarée par les évolutions, y compris wokistes, c'est-à-dire les excès des uns, avec le Texas qui est un peu l'espace qui essaye de concilier évolution technologique et conservatisme social et politique.
Et donc, il dit, je vais être la voix des sans-voix, la voix de ceux qui ne veulent pas mourir. Et il construit ça sur The Apprentice. Je parle comme vous, je pense comme vous, mais moi, je dis tout haut ce qu'on vous empêche de dire, ou ce que les citoyens américains, très conservateurs, très chrétiens, la Bible Belt, mais aussi la Rust Belt, c'est-à-dire il a réconcilié la Bible Belt, là où on croit, avec la Rust Belt, là où on fabriquait l'industrie, qui était en train de mourir face aux coups de boutoir des Japonais, son premier texte de 87, des Chinois et des autres. Et donc il est cette espèce de mixte qui lui permet d'être plusieurs Trump en même temps, en alternance, avec un moment historique, qui est son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, où il est tout cela en même temps, puisqu'il y a l'escalator qui ne marche pas, le prompteur qui ne marche pas, et vous avez des tranches de Trump, comme un millefeuille, avec des éléments très structurés, et d'ailleurs, il commence à penser son ONU bis qu'il va mettre en place à Davos, et d'ailleurs, le discours de Davos ressemble beaucoup au discours de l'ONU, avec des morceaux et des tranches, où vous avez tous les Trump pour le même prix, et en un seul moment, mais qui est plus ou moins lent. Et ce que j'explique d'ailleurs à la fin du livre, le début c'est le parcours politique de Trump, le milieu c'est évidemment l'analyse des mots et des phrases de Trump, et la fin c'est une petite analyse sémiologique, rhétorique si vous voulez, qui montre la cohérence de la structure de son discours. C'est ce qui rend votre livre absolument passionnant, justement Alain Boer. Dans les mots, on trouve également un terme, ou plus exactement un pays, c'est la Chine, extrait que vous citez d'ailleurs dans votre livre, qu'on écoute et on revient, on décrypte. We have a tremendous intellectual property theft situation going on, which likewise is hundreds of billions of dollars. Là aussi, on est au cœur de la rhétorique. Oui, alors il y a un énorme problème et ça coûte beaucoup d'argent, mais surtout, c'est le seul et unique adversaire qui lui reste. Il y a désormais deux mondes. Et d'ailleurs, vous noterez que chez Trump, comme c'est chez le président Xi Jinping, vous avez maintenant deux univers. Nous avons l'habitude de voir la map monde horizontale. Pas du tout. La première carte historique chinoise du Nouveau Monde, elle est verticale. C'est la Chine au centre, mais ça va de l'Arctique à l'Antarctique. La carte de Donald Trump, elle va de l'Alaska au Groenland, mais elle est verticale aussi. Chacun, désormais, se partage son hémisphère, au sens hémisphérique, un découpage, avec au milieu un truc étrange qui est la zone de prédation. Et dans la zone de prédation, il y a un immense marché, l'Europe, mais qui n'est pas une puissance, donc qui ne peut pas apparaître comme un élément de la réalité trumpienne. Mais il y a quelque chose de très intéressant ici que vous expliquez, expliqué dès le début du livre, c'est qu'il y a une volonté de simplifier, assez classique, pour pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Ouais. Mais est-ce que justement, dans cette façon de faire, dans cette construction rhétorique, on ne retrouve pas l'essence de ce qu'est la politique, qui est de donner du sens aux choses? Absolument. Finalement, quand Trump dit « mais ce sont des voleurs de propriété intellectuelle », et bien évidemment, la Chine procède de façon très subtile et très technique. Si on rentre dans le détail de la manière dont les Chinois manœuvrent, d'évaluation, transfert de technologie, tout ça, c'est très technique, c'est très complexe. Et lui va simplifier, mais va donner le sens. Oui, est-ce que c'est pas ça la politique? Et par ailleurs, c'est un élément nostalgique. Ça correspond à l'idée que se font les Américains depuis le papier de Trump de 1987 où il visait les Japonais. Ouais. Car c'est toujours la même chose. Et quand il parle des Européens, c'est on vole, les médicaments sont trop chers, mais ils sont moins chers chez nous. Donc il y a toujours l'idée qu'on se fait piquer quelque chose en passant. Mais d'abord, c'est dépassé. C'est-à-dire que les Chinois aujourd'hui n'ont plus besoin de copier. Ils sont naturellement en avance et c'est une partie du problème qui est en train de se poser. Est-ce que finalement, le secret aussi de Trump, et je reviens à ce que disait Christophe de Vogue, à ce que vous disiez, à ce que cette scène donc, du 13 juillet 2024, où il échappe à la tentative d'assassinat, le point levé, est-ce que le secret de Trump, ce n'est pas l'alliage d'un discours simple, de formules choc et de la mise en scène? Oui, et derrière cela, comme Mandrake le magicien, derrière la main gauche, il nous fait oublier qu'il y a une main droite, c'est celle qui nous pique le portefeuille. Et en fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui, notamment dans les médias européens et occidentaux, c'est comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter au Trump provocateur, digressif. Au Trumperie. Voilà, au Trumperie. Il faut regarder le vrai Trump. Qu'est-ce qu'il cherche à la fin? Car il y a toujours un moment rationnel, cohérent chez Trump, et à la fin, il y a un résultat. Et jusqu'à présent,
à chacun de ces mouvements, il a obtenu quelque chose in fine. Et nous n'avons pas réussi ni à résister, ni à réagir en ne comprenant rien du fait qu'il faut cesser d'être sidéré par la provocation, prendre de la distance. C'est la stratégie du fou théorisée sous Nixon. Absolument. Mais en fait, Trump, qu'est-ce qu'il fait? Washington, il voulait déjà occuper le Canada. Truman a voulu acheter le Groenland. Il n'y a aucune nouveauté dans la politique étrangère. Le pivot asiatique, c'est Barack Obama. C'est pas Donald Trump. Il le fait sans l'emballage, mais le contenu est le même. Et il le fait. Et il le fait. Derrière le verbe, il y a l'action. Oui, oui. Merci beaucoup, Alain Bauer. Justement, Trump, le pouvoir des mots, c'est absolument passionnant. C'est un livre qui est très, très, très éclairant, un travail très sérieux. Et on se sent beaucoup plus intelligent après l'avoir lu. Et donc, on vous le recommande. C'est aux éditions Feur.